Mon père avait au ministère un ami, un certain A.J. Moreau, lequel, pour se distinguer des autres Moreau, avait soin de toujours faire précéder son nom de ses deux initiales, de sorte qu'on l'appelait pour abréger A.J. Or, je ne sais comment cet A.J. se trouva possesseur d'un fauteuil pour une soirée de gala à l'opéra. Il l'envoya à mon père et, comme la Berma, que je n'avais plus vue jouer depuis ma première déception, devait jouer un acte de Phèdre, ma grand-mère obtint que mon père me donnât cette place. À vrai dire, je n'attachai aucun prix à cette possibilité d'entendre la Berma qui, quelques années auparavant, m'avait causé tant d'agitation. Et ce ne fut pas sans mélancolie que je constatai mon indifférence à ce que jadis j'avais préféré à la santé au repos. Ce n'est pas que fût moins passionné qu'alors mon désir de pouvoir contempler de près les parcelles précieuses de réalité qu'entrevoyait mon imagination, mais celle-ci ne les situait plus maintenant dans la diction d'une grande actrice. Depuis mes visites chez Elstir, c'est sur certaines tapisseries, sur certains tableaux modernes, que j'avais reporté la foi intérieure que j'avais eue jadis en ce jeu, en cet art tragique de la Berma. Ma foi, mon désir ne venant plus rendre à la diction et aux attitudes de la Berma un culte incessant, le double que je possédais d'eux, dans mon cœur, avait dépéri peu à peu, comme ces autres doubles des trépassés de l'ancienne Égypte qu'il fallait constamment nourrir pour entretenir leur vie. Cet art était devenu mince et minable. Aucune âme profonde ne l'habitait plus. Au moment où, profitant du billet reçu par mon père, je montai le grand escalier de l'opéra, j'aperçus devant moi un homme que je pris d'abord pour monsieur de Charlus, duquel il avait le maintien. Quand il tourna la tête pour me demander un renseignement à un employé, je vis que je m'étais trompé, mais je n'hésitai pas cependant à situer l'inconnu dans la même classe sociale d'après la manière non seulement dont il était habillé, mais encore dont il parlait aux contrôleurs et aux ouvreuses qui le faisaient attendre. Car, malgré les particularités individuelles, il y avait encore à cette époque entre tout homme gommeux et riche de cette partie de l'aristocratie et tout homme gommeux et riche du monde de la finance ou de la haute industrie une différence très marquée. Là où l'un de ces derniers eût cru affirmer son chic par un ton tranchant, hautain à l'égard d'un inférieur, le grand seigneur, doux, souriant, avait l'air de considérer, d'exercer l'affectation de l'humilité et de la patience, la feinte d'être l'un quelconque des spectateurs, comme un privilège de sa bonne éducation. Il est probable qu'à le voir ainsi dissimulant sous un sourire plein de bonhomie le seuil infranchissable du petit univers spécial qu'il portait en lui, plus d'un fils de riche banquier, entrant à ce moment au théâtre, eût pris ce grand seigneur pour un homme de peu, s'il ne lui avait trouvé une étonnante ressemblance avec le portrait, reproduit récemment par les journaux illustrés, d'un neveu de l'empereur d'Autriche, le prince de Saxe, qui se trouvait justement à Paris en ce moment. Je le savais grand ami des Guermantes. En arrivant moi-même près du contrôleur, j'entendis le prince de Saxe, ou supposé tel, dire en souriant « Je ne sais pas le numéro de la loge, c'est sa cousine qui m'a dit que je n'avais qu'à demander sa loge. » Il était peut-être le prince de Saxe, c'était peut-être la duchesse de Guermantes, que dans ce cas je pourrais apercevoir en train de vivre un de ces moments de sa vie inimaginables dans la baignoire de sa cousine, que ses yeux voyaient en pensée quand il disait « sa cousine qui m'a dit que je n'avais qu'à demander sa loge », si bien que ce regard souriant et particulier, et ces mots si simples, me caressaient le cœur, bien plus que n'eût fait une rêverie abstraite, avec les antennes alternatives d'un bonheur possible et d'un prestige incertain. Du moins, en disant cette phrase au contrôleur, il embranchait sur une vulgaire soirée de ma vie quotidienne un passage éventuel vers un monde nouveau. Le couloir qu'on lui désigna après avoir prononcé le mot de baignoire et dans lequel il s'engagea était humide et lézardé et semblait conduire à des grottes marines, au royaume mythologique des nymphes des eaux. Je n'avais devant moi qu'un monsieur en habit qui s'éloignait, mais je faisais jouer auprès de lui comme
avec un réflecteur maladroit et sans réussir à l'appliquer exactement sur lui, l'idée qu'il était le prince de Saxe et allait voir la duchesse de Guermantes. Et bien qu'il fût seul, cette idée extérieure à lui, impalpable, immense et saccadée comme une projection, semblait le précéder et le conduire comme cette divinité invisible pour le reste des hommes qui se tient auprès du guerrier grec. Je gagnai ma place, tout en cherchant à retrouver un vers de Phèdre, dont je ne me souvenais pas exactement. Tel que je me le récitais, il n'avait pas le nombre de pieds voulu, mais comme je n'essayais pas de les compter entre son déséquilibre et un vers classique, il me semblait qu'il n'existait aucune commune mesure. Je n'aurais pas été étonné qu'il eût fallu ôter plus de 6 syllabes à cette phrase monstrueuse pour en faire un vers de 12 pieds. Mais tout à coup, je me le rappelais. Les irréductibles aspérités d'un monde inhumain s'anéantirent magiquement. Les syllabes d'un vers remplirent aussitôt la mesure d'un alexandrin. Ce qu'il avait de trop se dégagea avec autant d'aisance et de souplesse qu'une bulle d'air qui vient crever à la surface de l'eau. Et en effet, cette énormité avec laquelle j'avais lutté n'était qu'un seul pied. Un certain nombre de fauteuils d'orchestre avaient été mis en vente au bureau et achetés par des snobs ou des curieux qui voulaient contempler des gens qu'ils n'auraient pas d'autre occasion de voir de près. Et c'était bien, en effet, un peu de leur vraie vie mondaine habituellement cachée qu'on pourrait considérer publiquement. Car la princesse de Parme, ayant placé elle-même parmi ses amis les loges, les balcons et les baignoires, la salle était comme un salon où chacun changeait de place, allait s'asseoir ici ou là, près d'une amie. À côté de moi, des gens vulgaires qui ne connaissaient pas les abonnés voulaient montrer qu'il était capable pour eux de les reconnaître. Ils les nommaient tout haut. Ils ajoutaient que ces abonnés venaient ici comme dans leur salon, voulant dire par là qu'ils ne faisaient pas attention aux pièces représentées. Mais c'est le contraire qui avait lieu. Un étudiant génial, qui a pris un fauteuil pour entendre l'Aberma, ne pense qu'à ne pas salir ses gants, à ne pas gêner, à se concilier le voisin que le hasard lui a donné, à poursuivre d'un sourire intermittent le regard fugace, à fuir d'un air impoli le regard rencontré d'une personne de connaissance qu'il a découverte dans la salle et qu'après 1000 perplexités, il se décide à aller saluer au moment où les 3 coups, en retentissant avant qu'il soit arrivé jusqu'à elle, le forcent à s'enfuir comme les Hébreux dans la mer Rouge, entre les flots houleux des spectateurs et des spectatrices, qu'il a fait lever et dont il déchire les robes ou écrase les bottines. Au contraire, c'était parce que les gens du monde étaient dans leur loge, derrière le balcon, en terrasse, comme dans de petits salons suspendus dont une cloison eût été enlevée, ou dans de petits cafés où l'on va prendre une bavaroise sans être intimidé par les glaces encadrées d'or et les sièges rouges de l'établissement du genre napolitain. C'est parce qu'ils posaient une main indifférente sur les fûts dorés des colonnes qui soutenaient ce temple de l'art lyrique, c'est parce qu'ils n'étaient pas émus des honneurs excessifs que semblaient leur rendre 2 figures sculptées qui tendaient vers les loges des palmes et des lauriers, que seuls ils auraient eu l'esprit libre pour écouter la pièce, si seulement ils avaient eu de l'esprit. D'abord, il n'y eut que de vagues ténèbres où on rencontrait tout d'un coup, comme le rayon d'une pierre précieuse qu'on ne voit pas, la phosphorescence de 2 yeux célèbres, ou comme un médaillon d'Henri IV détaché sur un fond noir, le profil incliné du duc d'Aumale, à qui une dame invisible criait « Que monseigneur me permette de lui ôter son par-dessus » cependant que le prince répondait « Mais voyons, commandons, madame d'Ambresac ». Elle le faisait malgré cette vague défense et était enviée par tous à cause du pareil honneur. Mais dans les autres baignoires, presque partout, les blanches déités qui habitaient ces sombres séjours s'étaient réfugiées contre les parois obscures et restaient invisibles. Cependant, au fur et à mesure que le spectacle s'avançait, leurs formes vaguement humaines se détachaient mollement l'une après l'autre des profondeurs de la nuit qu'elles tapissaient et, s'élevant vers le jour, laissaient émerger leurs corps demi-nus et venaient s'arrêter à la limite verticale et à la surface clair-obscure où leurs brillants visages apparaissaient derrière le déferlement rieur, écumeux et léger de leur éventail de plumes
sous leur chevelure de pourpre emmêlée de perles que semblait avoir courbé l'ondulation du flux. Après commençaient les fauteuils d'orchestre, le séjour des mortels à jamais séparés du sombre et transparent royaume auquel çà et là servait de frontière, dans leur surface liquide et pleine, les yeux limpides et réfléchissants des déesses des eaux. Car les strapontins du rivage, les formes des monstres de l'orchestre se peignaient dans ses yeux suivant les seules lois de l'optique et selon leur angle d'incidence, comme il arrive pour ces deux parties de la réalité extérieure auxquelles, sachant qu'elles ne possèdent pas, si rudimentaires soient-elles, d'âme analogue à la nôtre, nous nous jugerions insensés d'adresser un sourire ou un regard. Les minéraux et les personnes avec qui nous ne sommes pas en relation. En deçà, au contraire, de la limite de leur domaine, les radieuses filles de la mer se retournaient à tout moment en souriant vers des tritons barbus, pendus aux anfractuosités de l'abîme, ou vers quelques demi-dieux aquatiques ayant pour crâne un galet poli sur lequel le flot avait ramené une algue lisse, et pour regard un disque en cristal de roche. Elle se penchait vers eux, elle leur offrait des bonbons. Parfois, le flot s'entr'ouvrait devant une nouvelle Néréide qui, tardive, souriante et confuse, venait de s'épanouir du fond de l'ombre. Puis, l'acte fini, n'espérant plus entendre les rumeurs mélodieuses de la terre qui les avait attirées à la surface, plongeant toutes à la fois les diverses sœurs, disparaissait dans la nuit. Mais de toutes ces retraites, au seuil desquelles le souci léger d'apercevoir les œuvres des hommes amenait les déesses curieuses, qui ne se laissent pas approcher, la plus célèbre était le bloc de demi-obscurité connu sous le nom de baignoire de la princesse de Guermantes. Comme une grande déesse qui préside de loin au jeu des divinités inférieures, la princesse était restée volontairement un peu au fond, sur un canapé latéral, rouge comme un rocher de corail, à côté d'une large réverbération vitreuse qui était probablement une glace et faisait penser à quelques sections qu'un rayon aurait pratiquées, perpendiculaires, obscures et liquides, dans le cristal ébloui des eaux. À la fois plumes et corolle, ainsi que certaines floraisons marines, une grande fleur blanche, duvetée comme une aile, descendait du front de la princesse le long d'une de ses joues, dont elle suivait l'inflexion avec une souplesse coquette, amoureuse et vivante, et semblait l'enfermer à demi comme un œuf rose dans la douceur d'un nid d'alcyon. Sur la chevelure de la princesse, et s'abaissant jusqu'à ses sourcils, puis reprise plus bas à la hauteur de sa gorge, s'étendait une résille faite de ces coquillages blancs qu'on pêche dans certaines mers australes, qui étaient mêlés à des perles, mosaïque marine à peine sortie des vagues, qui par moments se trouvait plongée dans l'ombre au fond de laquelle, même alors, une présence humaine était révélée par la moitié éclatante des yeux de la princesse. La beauté qui mettait celle-ci bien au-dessus des autres filles fabuleuses de la pénombre n'était pas tout entière matériellement et inclusivement inscrite dans sa nuque, dans ses épaules, dans ses bras, dans sa taille. Mais la ligne délicieuse et inachevée de celle-ci était l'exact point de départ, l'amorce inévitable de lignes invisibles en lesquelles l'œil ne pouvait s'empêcher de les prolonger, merveilleuses, engendrées autour de la femme comme le spectre d'une figure idéale projetée sur les ténèbres. « C'est la princesse de Guermantes » dit une voisine au monsieur qui était avec elle, en ayant soin de mettre devant le mot « princesse » plusieurs « p », indiquant que cette appellation était risible. « Elle n'a pas économisé ses perles. Il me semble que si j'en avais autant, je n'en ferais pas un pareil étalage. Je ne trouve pas que cela ait l'air comme il faut. » Et cependant, en reconnaissant la princesse, tous ceux qui cherchaient à savoir qui était dans la salle sentaient se relever dans leur cœur le trône légitime de la beauté. En effet, pour la duchesse de Luxembourg, pour madame de Morienval, pour madame de Sainte-Verte, pour tant d'autres, ce qui permettait d'identifier leur visage, c'était la connexité d'un gros nez rouge avec un bec de lièvre, ou de deux joues ridées avec une fine moustache.
Ses traits étaient d'ailleurs suffisants pour charmer puisque, n'ayant que la valeur conventionnelle d'une écriture, il donnait à lire un nom célèbre qui imposait, mais aussi il finissait par donner l'idée que la laideur a quelque chose d'aristocratique, et qu'il est indifférent que le visage d'une grande dame, s'il est distingué, soit beau. Mais comme certains artistes qui, au lieu des lettres de leur nom, mettent au bas de leur toile une forme belle par elle-même, un papillon, un lézard, une fleur, de même, c'était la forme d'un corps et d'un visage délicieux que la princesse apposait à l'angle de sa loge, montrant par là que la beauté peut être la plus noble des signatures. Car la présence de Madame de Guermantes, qui n'amenait au théâtre que des personnes qui le reste du temps faisaient partie de son intimité, était aux yeux des amateurs d'aristocratie le meilleur certificat d'authenticité du tableau que présentait sa baignoire, sorte d'évocation d'une scène de la vie familière et spéciale de la princesse dans ses palais de Munich et de Paris. Notre imagination, étant comme un orgue de barbarie détraqué qui joue toujours autre chose que l'air indiqué, chaque fois que j'avais entendu parler de la princesse de Guermantes-Bavière, le souvenir de certaines œuvres du XVIe siècle avait commencé à chanter en moi. Il me fallait l'en dépouiller maintenant que je la voyais, en train d'offrir des bonbons glacés à un gros monsieur en frac. Certes, j'étais bien loin d'en conclure qu'elle et ses invités fussent des êtres pareils aux autres. Je comprenais bien que ce qu'ils faisaient là n'était qu'un jeu, et que, pour préluder aux actes de leur vie véritable, dont sans doute ce n'est pas ici qu'ils vivaient la partie importante, il convenait en vertu des rites ignorés de moi. Il feignait d'offrir et de refuser des bonbons, geste dépouillé de sa signification et réglé d'avance, comme le pas d'une danseuse qui tour à tour s'élève sur sa pointe et tourne autour d'une écharpe. Qui sait? Peut-être au moment où elle offrait ses bonbons, la déesse disait-elle sur ce ton d'ironie, car je la voyais sourire, « Voulez-vous des bonbons ?» Que m'apportait? J'aurais trouvé d'un délicieux raffinement la sécheresse voulue à la Mérimée ou à la Meillac, de ces mots adressés par une déesse à un demi-dieu qui, lui, savait quelles étaient les pensées sublimes que tous deux résumaient, sans doute pour le moment où ils se remettraient à vivre leur vraie vie et qui, se prêtant à ce jeu, répondait avec la même mystérieuse malice « Oui, je veux bien une cerise ». Et j'aurais écouté ce dialogue avec la même avidité que telle scène du mari de la débutante, où l'absence de poésie, de grandes pensées, chose si familière pour moi, et que je suppose que Meillac eût été 1000 fois capable d'y mettre, me semblait à elle seule une élégance conventionnelle, et par là d'autant plus mystérieuse et plus instructive. « Ce gros-là, c'est le marquis de Ganancé, dit d'un air renseigné mon voisin, qui avait mal entendu le nom chuchoté derrière lui. Le marquis de Palancy, le cou tendu, la figure oblique, son gros œil rond collé contre le verre du monocle, se déplaçait lentement dans l'ombre transparente et paraissait ne plus voir le public de l'orchestre qu'un poisson qui passe, ignorant de la foule des visiteurs curieux, derrière la cloison vitrée d'un aquarium. Par moments il s'arrêtait, vénérable, soufflant et moussu, et les spectateurs n'auraient pu dire s'il souffrait, dormait, nageait, était en train de pondre, ou respirait seulement. Personne n'excitait en moi autant d'envie que lui, à cause de l'habitude qu'il avait l'air d'avoir de cette baignoire, et de l'indifférence avec laquelle il laissait la princesse lui tendre des bonbons. Elle jetait alors sur lui un regard de ses beaux yeux taillés dans un diamant qui semblait bien fluidifier à ces moments-là l'intelligence et l'amitié, mais qui, quand ils étaient au repos, réduits à leur pure beauté matérielle, à leur seul éclat minéralogique, si le moindre réflexe les déplaçait légèrement, incendiaient la profondeur du parterre de feux inhumains, horizontaux et splendides. Cependant, parce que l'acte de Phèdre que jouait la Berma allait commencer, la princesse vint sur le devant de la baignoire. Alors, comme si elle-même était une apparition de théâtre, dans la zone différente de lumière qu'elle traversa, je vis changer non seulement la couleur, mais la matière de ses parures.
et dans la baignoire asséchée, émergée, qui n'appartenait plus au monde des eaux, la princesse, cessant d'être une Néréide, apparut enturbanée de blanc et de bleu, comme quelque merveilleuse tragédienne costumée en Zaïre, ou peut-être en Orosmane. Puis, quand elle se fut assise au premier rang, je vis que le doux nid d'alcyon qui protégeait tendrement la nacre rose de ses joues était douillet, éclatant et velouté, un immense oiseau de paradis. Cependant, mes regards furent détournés de la baignoire de la princesse de Guermantes par une petite femme mal vêtue, laide, les yeux en feu, qui vint, suivie de 2 jeunes gens, s'asseoir à quelques places de moi. Ça. Puis le rideau se leva. Je ne pus constater sans mélancolie qu'il ne me restait rien de mes dispositions d'autrefois, quand, pour ne rien perdre du phénomène extraordinaire que j'aurais été contemplé au bout du monde, je tenais mon esprit préparé comme ces plaques sensibles que les astronomes vont installer en Afrique, aux Antilles, en vue de l'observation scrupuleuse d'une comète ou d'une éclipse, quand je tremblais que quelques nuages, mauvaise disposition de l'artiste, quand j'aurais cru ne pas y assister dans les meilleures conditions si je ne m'étais pas rendu dans le théâtre même qui lui était consacré comme un hôtel, où me semblait alors faire encore partie, quoique partie accessoire, de son apparition sous le petit rideau rouge, les contrôleurs à œillets blancs nommés par elle, le soubassement de la nef au-dessus d'un parterre plein de gens mal habillés, les ouvreuses vendant un programme avec sa photographie, les marronniers du square, tous ses compagnons, ses confidents de mes impressions d'alors, et qui m'en semblaient inséparables. Phèdre, la scène de la déclaration, la Berma, avait alors pour moi une sorte d'existence absolue. Situées en retrait du monde de l'expérience courante, elles existaient par elles-mêmes. Il me fallait aller vers elles. Je pénétrerai d'elles ce que je pourrais, et en ouvrant mes yeux et mon âme tout grand, j'en absorberai encore bien peu. Mais comme la vie me paraissait agréable, l'insignifiance de celle que je menais n'avait aucune importance. Pas plus que les moments où on s'habille, où on se prépare pour sortir, puisque, au-delà, existait d'une façon absolue, bonne et difficile à approcher, impossible à posséder tout entière, ces réalités plus solides. Phèdre, la manière dont disait la Berma. Saturé par ces rêveries sur la perfection dans l'art dramatique desquelles on eût pu extraire alors une dose importante, si l'on avait dans ces temps-là analysé mon esprit à quelques minutes du jour et peut-être de la nuit que ce fût, j'étais comme une pile qui développe son électricité. Et il était arrivé un moment où, malade, même si j'avais cru en mourir, il aurait fallu que j'allasse entendre la Berma. Mais maintenant, comme une colline qui au loin semble faite d'azur et qui de près rentre dans notre vision vulgaire des choses, tout cela avait quitté le monde de l'absolu et n'était plus qu'une chose pareille aux autres, dont je prenais connaissance parce que j'étais là. Les artistes étaient des gens de même essence que ceux que je connaissais, tâchant de dire le mieux possible ces vers de Phèdre qui, eux, ne formaient plus une essence sublime et individuelle, séparés de tout, mais des vers plus ou moins réussis, prêts à rentrer dans l'immense matière de vers français où ils étaient mêlés. J'en éprouvais un découragement d'autant plus profond que si l'objet de mon désir, têtu et agissant, n'existait plus, en revanche, les mêmes dispositions à une rêverie fixe, qui changeait d'année en année, mais me conduisait à une impulsion brusque, insoucieuse du danger, persistait. Tel jour où, malade, je partais pour aller voir dans un château un tableau d'Elstir, une tapisserie gothique, ressemblait tellement au jour où j'avais dû partir pour Venise, à celui où j'étais allé entendre la Berma, ou partir pour Balbec, que d'avance je sentais que l'objet présent de mon sacrifice me laisserait indifférent au bout de peu de temps, que je pourrais alors passer très près de lui, sans aller regarder ce tableau, ces tapisseries pour lesquelles j'eusse en ce moment affronté tant de nuits sans sommeil, tant de crises douloureuses. Je sentais par l'instabilité de son objet la vanité de mon effort, et en même temps son énormité à laquelle je n'avais pas cru, comme ces neurasthéniques dont on double la fatigue en leur faisant remarquer qu'ils sont fatigués. En attendant, ma songerie donnait du prestige à tout ce qui pouvait se rattacher à elle, et
En même temps, dans mes désirs les plus charnels, toujours orientés d'un certain côté, concentrés autour d'un même rêve, j'aurais pu reconnaître comme premier moteur une idée à laquelle j'aurais sacrifié ma vie, et au point le plus central de laquelle, comme dans mes rêveries pendant les après-midi de lecture au jardin à Combray, était l'idée de perfection. Je n'eus plus la même indulgence qu'autrefois pour les justes intentions de tendresse ou de colère que j'avais remarquées alors dans le débit et le jeu d'Aricie, d'Ismène et d'Hippolyte. Ce n'est pas que ces artistes, c'étaient les mêmes, ne cherchassent toujours avec la même intelligence à donner ici à leur voix une inflexion caressante ou une ambiguïté calculée, là à leur geste une ampleur tragique ou une douceur suppliante. Leurs intonations commandaient à cette voix, sois douce, chante comme un rossignol, caresse, ou au contraire, fais-toi furieuse, et alors se précipiter sur elle pour tâcher de l'emporter dans leur frénésie. Mais elle, rebelle, extérieure à leur diction, restait irréductiblement leur voix naturelle, avec ses défauts ou ses charmes matériels, sa vulgarité ou son affectation quotidienne, et étalait ainsi un ensemble de phénomènes acoustiques ou sociaux que n'avait pas altéré le sentiment des vers récités. De même, le geste de ces artistes disait à leurs bras, à leur péplum, « Soyez majestueux », mais les membres insoumis laissaient se pavaner entre l'épaule et le coude un biceps qui ne savait rien du rôle. Ils continuaient à exprimer l'insignifiance de la vie de tous les jours et à mettre en lumière, au lieu des nuances raciniennes, des connexités musculaires. Et la draperie qu'ils soulevaient retombait selon une verticale, ou ne le disputait aux lois de la chute des corps qu'une souplesse insipide et textile. À ce moment-là, la petite dame qui était près de moi s'écria « Bah, pas un applaudissement !» Et comme elle est ficelée, mais elle est trop vieille. Elle ne peut plus. On renonce dans ces cas-là. Devant les chut des voisins, les deux jeunes gens qui étaient avec elle tâchèrent de la faire tenir tranquille, et sa fureur ne se déchaînait plus que dans ses yeux. Cette fureur ne pouvait d'ailleurs s'adresser qu'au succès, à la gloire, car la Berma qui avait gagné tant d'argent n'avait que des dettes, prenant toujours des rendez-vous d'affaires ou d'amitié auxquels elle ne pouvait pas se rendre. Elle avait dans toutes les rues des chasseurs qui couraient décommander dans les hôtels des appartements retenus à l'avance et qu'elle ne venait jamais occuper, des océans de parfums pour laver ses chiennes, des dédits à payer à tous les directeurs. À défaut de frais plus considérables et moins voluptueuses que Cléopâtre, elle aurait trouvé le moyen de manger en pneumatique et en voiture de l'urbaine des provinces et des royaumes. Mais la petite dame était une actrice qui n'avait pas eu de chance et avait voué une haine mortelle à la Berma. Celle-ci venait d'entrer en scène. Et alors, oh miracle! Comme ces leçons que nous nous sommes vainement épuisés à apprendre le soir et que nous retrouvons en nous, sues par cœur, après que nous avons dormi, comme aussi ces visages des morts que les efforts passionnés de notre mémoire poursuivent sans les retrouver, et qui, quand nous ne pensons plus à eux, sont là, devant nos yeux, avec la ressemblance de la vie, le talent de la Berma qui m'avait fui quand je cherchais si avidement à en saisir l'essence, maintenant, après ces années d'oubli, dans cette heure d'indifférence, s'imposait avec la force de l'évidence à mon admiration. Autrefois, pour tâcher d'isoler ce talent, je défalquais en quelque sorte de ce que j'entendais le rôle lui-même. Le rôle, partie commune à toutes les actrices qui jouaient Phèdre, et que j'avais étudié d'avance pour que je fusse capable de le soustraire, de ne recueillir comme résidu que le talent de Madame Berma. Mais ce talent que je cherchais à apercevoir en dehors du rôle, il ne faisait qu'un avec lui. Tel pour un grand musicien, il paraît que c'était le cas pour Vinteuil quand il jouait du piano, son jeu est d'un si grand pianiste qu'on ne sait même plus si cet artiste est pianiste du tout. Parce que, n'interposant pas tout cet appareil d'efforts musculaires, ça et là, couronné de brillants effets,
toute cette éclaboussure de notes, ou du moins l'auditeur qui ne sait où se prendre croit trouver le talent dans sa réalité matérielle, tangible, ce jeu est devenu si transparent, si rempli de ce qu'il interprète, que lui-même, on ne le voit plus, et qu'il n'est plus qu'une fenêtre qui donne sur un chef-d'œuvre. Les intentions entourant comme une bordure majestueuse ou délicate la voix et la mimique d'Aricie, d'Ismène, d'Hippolyte, j'avais pu les distinguer. Mais Phèdre se les était intériorisés, et mon esprit n'avait pas réussi à arracher à la diction et aux attitudes, à appréhender dans l'avare simplicité de leur surface unie ces trouvailles, ces effets qui n'en dépassaient pas tant s'ils étaient profondément réservés. La voix de la Berma, en laquelle ne subsistait plus un seul déchet de matière inerte et réfractaire à l'esprit, ne laissait pas discerner autour d'elle cet excédent de larmes qu'on voyait couler, parce que elle n'avait pu s'y imbiber sur la voix de marbre d'Aricie ou d'Ismène, mais avait été délicatement assouplie en ses moindres cellules, comme l'instrument d'un grand violoniste chez qui on veut, quand on dit qu'il a un beau son, louer non pas une particularité physique, mais une supériorité d'âme. Et comme dans le paysage antique où à la place d'une nymphe disparue, il y a une source inanimée, une intention discernable et concrète s'y était échangée en quelque qualité du timbre. Une limpidité étrange, appropriée et froide. Les bras de la Berma que les vers eux-mêmes, de la même émission par laquelle il faisait sortir sa voix de ses lèvres, semblaient soulevés sur sa poitrine, comme ces feuillages que l'eau déplace en s'échappant. Son attitude en scène qu'elle avait lentement constituée, qu'elle modifierait encore, et qui était faite de raisonnements d'une autre profondeur que ceux dont on apercevait la trace dans les gestes de ses camarades, mais de raisonnements ayant perdu leur origine volontaire, fondus dans une sorte de rayonnement où il faisait palpiter, autour du personnage de Phèdre, des éléments riches et complexes, mais que le spectateur fasciné prenait non pour une réussite de l'artiste, mais pour une donnée de la vie. Ces blancs voiles eux-mêmes qui, exténués et fidèles, semblaient de la matière vivante et avoir été filés par la souffrance mi-païenne, mi-janséniste, autour de laquelle ils se contractaient comme un cocon fragile et frileux. Tout cela, voix, attitude, geste, voile, n'était autour de ce corps d'une idée qu'est un ver, corps qui, au contraire des corps humains, n'est pas devant l'âme comme un obstacle opaque qui empêche de l'apercevoir, mais comme un vêtement purifié, vivifié, où elle se diffuse et où on la retrouve, que des enveloppes supplémentaires qui, au lieu de la cacher, rendaient plus splendidement l'âme qui se les était assimilée et s'y était répandue, que des coulées de substances diverses, devenues translucides, dont la superposition ne fait que réfracter plus richement le rayon central et prisonnier qui les traverse, et rendre plus étendue, plus précieuse et plus belle la matière imbibée de flamme où il est engainé. Telle l'interprétation de la Berma était, autour de l'œuvre, une seconde œuvre vivifiée aussi par le génie. Mon impression, à vrai dire, plus agréable que celle d'autrefois, n'était pas différente. Seulement, je ne la confrontais plus à une idée préalable, abstraite et fausse, du génie dramatique. Et je comprenais que le génie dramatique, c'était justement cela. Je pensais tout à l'heure que si je n'avais pas eu de plaisir la première fois que j'avais entendu la Berma, c'est que, comme jadis, quand je retrouvais Gilberte aux Champs-Élysées, je venais à elle avec un trop grand désir. Entre les deux déceptions, il n'y avait peut-être pas seulement cette ressemblance, une autre aussi, plus profonde, l'impression que nous cause une personne, une œuvre ou une interprétation, fortement caractérisée et particulière. Nous avons apporté avec nous les idées de beauté, largeur de style, pathétique, que nous pourrions à la rigueur avoir l'illusion de reconnaître dans la banalité d'un talent, d'un visage correct, mais notre esprit, attentif, a devant lui l'insistance d'une forme dont il ne possède pas l'équivalent intellectuel, dont il lui faut dégager l'inconnu. Il entend un son aigu, une intonation bizarrement interrogative, il se demande
Est-ce beau, ce que j'éprouve? Est-ce de l'admiration? Est-ce cela la richesse de coloris, la noblesse, la puissance? Et ce que lui répond de nouveau, c'est une voix aiguë, c'est un ton curieusement questionneur, c'est l'impression despotique causée par un être qu'on ne connaît pas, toute matérielle, et dans laquelle aucun espace vide n'est laissé pour la largeur de l'interprétation. Et à cause de cela, ce sont les œuvres vraiment belles, si elles sont sincèrement écoutées, qui doivent le plus nous décevoir, parce que dans la collection de nos idées, il n'y a en aucune qui puisse répondre à une impression individuelle. C'était précisément ce que me montrait le jeu de la Berma. C'était bien cela, la noblesse, l'intelligence de la diction. Maintenant, je me rendais compte des mérites d'une interprétation large, poétique, puissante. Ou plutôt, c'était cela à quoi on a convenu de décerner ces titres, mais comme on donne le nom de Mars, de Vénus, de Saturne à des étoiles qui n'ont rien de mythologique. Nous sentons dans un monde, nous pensons, nous nommons dans un autre. Nous pouvons, entre les deux, établir une concordance, mais non combler l'intervalle. C'est bien peu, cet intervalle, cette faille que j'avais à franchir quand, le premier jour où j'étais allé voir jouer la Berma, l'ayant écoutée de toutes mes oreilles, j'avais eu quelque peine à rejoindre mes idées de noblesse, d'interprétation, d'originalité, et n'avais éclaté en applaudissements qu'après un moment de vide, et comme s'il naissait non pas de mon impression même, mais comme si je les rattachais à mes idées préalables, au plaisir que j'avais à me dire « J'entends enfin la Berma ». Et la différence qu'il y a entre une personne, une œuvre fortement individuelle, et l'idée de beauté existe aussi grande entre ce qu'elles nous font ressentir et les idées d'amour, d'admiration. Aussi, ne les reconnaît-on pas. Je n'avais pas eu de plaisir à entendre la Berma, pas plus que je n'en avais à voir Gilberte. Je m'étais dit, je ne l'admire donc pas. Mais cependant, je ne songeais alors qu'à approfondir le jeu de la Berma. Je n'étais préoccupé que de cela. Je tâchais d'ouvrir ma pensée le plus largement possible pour recevoir tout ce qu'il contenait. Je comprenais maintenant que c'était justement cela, admirer. Ce génie dont l'interprétation de la Berma n'était seulement que la révélation, était-ce bien seulement le génie de Racine? Je le crus, d'abord. Je devais être détrompé. Une fois l'acte de Phèdre fini, après les rappels du public, pendant lesquels la vieille actrice rageuse, redressant sa taille minuscule, posant son corps de biais, immobilisa les muscles de son visage et plaça ses bras en croix sur sa poitrine pour montrer qu'elle ne se mêlait pas aux applaudissements des autres, et rendre plus évidente une protestation qu'elle jugeait sensationnelle, mais qui passa inaperçue. La pièce suivante était une des nouveautés qui jadis me semblaient, à cause du défaut de célébrité, devoir paraître minces, particulières, dépourvues qu'elles étaient d'existence en dehors de la représentation qu'on en donnait. Mais je n'avais pas, comme pour une pièce classique, cette déception de voir l'éternité d'un chef-d'œuvre ne tenir que la longueur de la rampe et la durée d'une représentation qui l'accomplissait aussi bien qu'une pièce de circonstance. Puis, à chaque tirade que je sentais que le public aimait et qui serait un jour fameuse, à défaut de la célébrité qu'elle n'avait pu avoir dans le passé, j'ajoutais ce qu'elle aurait dans l'avenir, par un effort d'esprit inverse de celui qui consiste à se représenter des chefs-d'œuvre au temps de leur grêle apparition, quand leur titre, qu'on n'avait encore jamais entendu, ne semblait pas devoir être mis un jour, confondus dans une même lumière, à côté de ceux des autres œuvres de l'auteur. Et ce rôle serait mis un jour dans la liste de ses plus beaux auprès de celui de Phèdre. Non qu'en lui-même il ne fût dénué de toute valeur littéraire, mais la Berma y était aussi sublime que dans Phèdre. Je compris alors que l'œuvre de l'écrivain n'était pour la tragédienne qu'une matière, à peu près indifférente en soi-même, pour la création de son chef-d'œuvre d'interprétation, comme le grand peintre que j'avais connu à Balbec, Elstir,
avait trouvé le motif de 2 tableaux qui se valent dans un bâtiment scolaire sans caractère et dans une cathédrale qui est par elle-même un chef-d'œuvre. Et comme le peintre dissout maisons, charrettes, personnages dans quelques grands effets de lumière qui les fait homogènes, la Berma étendait de vastes nappes de terreur, de tendresse, sur les mots fondus également, tous aplanis ou relevés, et qu'une artiste médiocre eût détaché l'un après l'autre. Sans doute, chacun avait une inflexion propre, et la diction de la Berma n'empêchait pas qu'on perçût le vers. N'est-ce pas déjà un premier élément de complexité ordonnée, de beauté, quand en entendant une rime, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois pareil et autre que la rime précédente, qui est motivé par elle, mais y introduit la variation d'une idée nouvelle, on sent 2 systèmes qui se superposent, l'un de pensée, l'autre de métrique. Mais la Berma faisait pourtant entrer les mots, même les vers, même les tirades, dans des ensembles plus vastes qu'eux-mêmes, à la frontière desquels c'était un charme de les voir obligés de s'arrêter, s'interrompre. Ainsi un poète prend plaisir à faire hésiter un instant, à la rime, le mot qui va s'élancer, et un musicien à confondre les mots divers du livret dans un même rythme qui les contrarie et les entraîne. Ainsi, dans les phrases du dramaturge moderne comme dans les vers de Racine, la Berma savait introduire ces vastes images de douleur, de noblesse, de passion, qui étaient ses chefs-d'œuvre à elle, et on la reconnaissait comme dans des portraits qu'il a peints d'après des modèles différents, on reconnaît un peintre. Je n'aurais plus souhaité, comme autrefois, de pouvoir immobiliser les attitudes de la Berma, le bel effet de couleur qu'elle donnait un instant seulement dans un éclairage aussitôt évanoui, et qui ne se reproduisait pas, ni lui faire redire 100 fois un vers. Je comprenais que mon désir d'autrefois était plus exigeant que la volonté du poète, de la tragédienne, du grand artiste décorateur qu'était son metteur en scène, et que ce charme répandu au vol sur un vers, ces gestes instables, perpétuellement transformés, ces tableaux successifs, c'était le résultat fugitif, le but momentané, le mobile chef-d'œuvre que l'art théâtral se proposait, et que détruirait, en voulant le fixer, l'attention d'un auditeur trop épris. Même, je ne tenais pas à venir un autre jour réentendre la Berma. J'étais satisfait d'elle. C'est quand j'admirais trop pour ne pas être déçu par l'objet de mon admiration que cet objet fut Gilberte, ou la Berma, que je demandais d'avance à l'impression du lendemain le plaisir que m'avait refusé l'impression de la veille, sans chercher à approfondir la joie que je venais d'éprouver et dont j'aurais peut-être pu faire un plus fécond usage. Je me disais, comme autrefois certains de mes camarades de collège, c'est vraiment la Berma que je mets en premier, tout en sentant confusément que le génie de la Berma n'était peut-être pas traduit très exactement par cette affirmation de ma préférence et par cette place de première décernée, quelque calme d'ailleurs qu'elle m'apportasse. Au moment où cette seconde pièce commença, je regardai de côté de la baignoire de Madame de Guermantes. Cette princesse venait par un mouvement générateur d'une ligne délicieuse que mon esprit poursuivait dans le vide, de tourner la tête vers le fond de la baignoire. Les invités étaient debout, tournés aussi vers le fond, et entre la double haie qu'il faisait, dans son assurance et sa grandeur de déesse, mais avec une douceur inconnue que d'arriver si tard et de faire lever tout le monde au milieu de la représentation, mêlait aux mousselines blanches dans lesquelles elle était enveloppée, un air habilement naïf, timide et confus qui tempérait son sourire victorieux. La duchesse de Guermantes, qui venait d'entrer, alla vers sa cousine, fit une profonde révérence à un jeune homme blond qui était assis au premier rang, et se retournant vers les monstres marins et sacrés flottant au fond de l'antre, fit à ces demi-dieux du Jockey-Club, qui à ce moment-là, et particulièrement Monsieur de Palancy, furent les hommes que j'aurais le plus aimé être, un bonjour familier de vieille amie, allusion à l'au jour, le jour de ses relations avec eux depuis 15 ans. Je ressentais le mystère
mais ne pouvait déchiffrer l'énigme de ce regard souriant qu'elle adressait à ses amis, dans l'éclat bleuté dont il brillait, tandis qu'elle abandonnait sa main aux uns et aux autres, et qui, si j'eusse pu en décomposer le prisme, en analyser les cristallisations, m'eût peut-être révélé l'essence de la vie inconnue qui apparaissait à ce moment-là. Le duc de Guermantes suivait sa femme. Les reflets de son monocle, le rire de sa dentition, la blancheur de son œillet ou de son plastron plissé, écartant pour faire place à leur lumière ses sourcils, ses lèvres, son frac. D'un geste de sa main étendue qu'il abaissa sur leurs épaules, tout droit sans bouger la tête, il commanda de se rasseoir au monstre inférieur qui lui faisait place et s'inclina profondément devant le jeune homme blond. On eût dit que la duchesse avait deviné que sa cousine, dont elle raillait, disait-on, ce qu'elle appelait les exagérations, non que, de son point de vue spirituellement français et tout modéré prenait vite la poésie et l'enthousiasme germanique, aurait ce soir une de ces toilettes où la duchesse la trouvait costumée et qu'elle avait voulu lui donner une leçon de goût. Au lieu des merveilleux et doux plumages qui de la tête de la princesse descendaient jusqu'à son cou, au lieu de sa résille de coquillages et de perles, la duchesse n'avait dans les cheveux qu'une simple aigrette qui dominait son nez busqué et ses yeux à fleur de tête avaient l'air de l'aigrette d'un oiseau. Son cou et ses épaules sortaient d'un flot neigeux de mousseline sur lequel venait battre un éventail en plumes de cygne. Mais ensuite la robe, dont le corsage avait pour seul ornement d'innombrables paillettes, soit de métal, en baguettes et en grains, soit de brillants, moulait son corps avec une précision toute britannique. Mais si différentes que les deux toilettes fussent l'une de l'autre, après que la princesse eut donné à sa cousine la chaise qu'elle occupait jusque-là, on les vit, se retournant l'une vers l'autre, s'admirer réciproquement. Peut-être madame de Guermantes aurait-elle le lendemain un sourire quand elle parlerait de la coiffure un peu trop compliquée de la princesse, mais certainement elle déclarerait que celle-ci n'en était pas moins ravissante et merveilleusement arrangée. Et la princesse, qui, par goût, trouvait quelque chose d'un peu froid, d'un peu sec, d'un peu couturier dans la façon dont s'habillait sa cousine, découvrirait dans cette stricte sobriété un raffinement exquis. D'ailleurs, entre elles, l'harmonie, l'universelle gravitation préétablie de leur éducation neutralisaient les contrastes non seulement d'ajustement, mais d'attitude. À ces lignes invisibles et aimantées que l'élégance des manières tendait entre elles, le naturel expansif de la princesse venait expirer, tandis que vers elle, la rectitude de la duchesse se laissait attirer, infléchir, se faisait douceur et charme. Comme dans la pièce que l'on était en train de représenter, pour comprendre ce que la Berma dégageait de poésie personnelle, on n'avait qu'à confier le rôle qu'elle jouait, et qu'elle seule pouvait jouer, à n'importe quelle autre actrice. Le spectateur qui eût levé les yeux vers le balcon eût vu, dans deux loges, un arrangement qu'elle croyait rappeler ceux de la princesse de Guermantes, donner simplement à la baronne de Morienval l'air excentrique, prétentieux et mal élevé, et un effort à la fois patient et coûteux pour imiter les toilettes et le chic de la duchesse de Guermantes, faire seulement ressembler madame de Cambremer à quelque pensionnaire provincial, montée sur fil de fer, droite, sèche et pointue, un plumet de corbillard verticalement dressé dans les cheveux. Peut-être la place de cette dernière n'était-elle pas dans une salle où c'était seulement avec les femmes les plus brillantes de l'année que les loges, et même celles des plus hauts étages qui d'en bas semblaient de grosses bourriches piquées de fleurs humaines et attachées au cintre de la salle par les brides rouges de leur séparation de velours, composaient un panorama éphémère que les morts, les scandales, les maladies, les brouilles modifieraient bientôt, mais qui en ce moment étaient immobilisés par l'attention, la chaleur, le vertige, la poussière, l'élégance et l'ennui, dans cette espèce d'instant éternel et tragique d'inconsciente attente et de calme engourdissement qui, rétrospectivement, semble avoir précédé l'explosion d'une bombe ou la première flamme d'un incendie.